Peu de gens savent que Mario ne s'appelait pas Mario à ses débuts. En 1981, dans Donkey Kong, il portait simplement le nom de Jumpman, le sauteur. Shigeru Miyamoto voulait un héros ordinaire, ni soldat ni magicien, mais un simple charpentier maladroit. Le nom Mario serait venu plus tard, inspiré, selon la légende, du propriétaire de l'entrepôt américain de Nintendo, Mario Segal. Donc derrière l'icône mondiale se cache d'abord un anonyme, un homme du quotidien, qui n'aurait jamais dû devenir une star. Fait curieux, la tenue iconique de Mario n'est pas un choix de style, mais une contrainte technique. Au début des années 80, les sprites étaient minuscules, faits de quelques pixels seulement. Miyamoto lui a donné une salopette pour distinguer les bras du corps quand il bougeait, mais aussi une casquette pour éviter d'animer des cheveux compliqués. Sa moustache servait simplement à marquer le nez. Donc chaque détail visuel répondait à un problème de pixels, et ses limites ont accidentellement créé l'une des silhouettes les plus reconnaissables au monde. À l'origine, Luigi n'était qu'une astuce d'économie. Quand Nintendo a créé Mario Bros en 1983, il fallait un deuxième joueur, mais réinventer un personnage coûtait du temps et de la mémoire. Les développeurs ont donc simplement repris le sprite de Mario en changeant ses couleurs pour du vert. Son nom serait un jeu de mots japonais, car Luigi signifie semblable. Luigi est donc littéralement né comme une copie, mais ce frère discret a fini par conquérir le cœur des joueurs et obtenir ses propres aventures. Presque personne ne le sait, mais la princesse Peach a longtemps porté un autre nom en Occident. Dès 1985, on l'appelait princesse Toadstool, c'est-à-dire princesse champignon vénéneux, en référence au royaume des champignons. Au Japon, elle s'est toujours nommée Peach, mais ce nom n'a été officiellement adopté en Europe et en Amérique qu'avec Super Mario 64 en 1996. Donc pendant plus de 10 ans, deux versions de la même princesse ont coexisté, créant une confusion que Nintendo a finalement décidé d'unifier sous le doux nom de Peach. Ce qui est fascinant ici, c'est que la silhouette de Bowser a hésité entre deux animaux. Dans les premiers croquis, Miyamoto le voyait comme une tortue, mais son dessin évoquait plutôt un bœuf géant, dans l'esprit du roi démon bœuf, du conte chinois, Le voyage en Occident. Le directeur artistique, lui, trouvait qu'il ressemblait trop à un bovin, tandis que Miyamoto insistait pour qu'on y voit bien une tortue. L'artiste a donc redessiné le personnage avec une carapace et des cornes, gardant la puissance du taureau dans une silhouette reptilienne. Bowser est ainsi né d'un désaccord créatif, mélange improbable de bœuf mythique et de tortue cuirassée. Dans les coulisses, Yoshi attendait son heure depuis très longtemps. Miyamoto rêvait de faire chevaucher Mario par un dinosaure dès le premier Super Mario Bros. Mais le matériel de la NES était trop limité pour l'animer correctement. Il a donc dû patienter jusqu'à la Super Nintendo, plus puissante, pour donner vie à ce compagnon en 1990 dans Super Mario World. Yoshi est ainsi le fruit d'une idée gardée près de 5 ans dans un tiroir, prouvant que les meilleures créations savent parfois attendre la bonne technologie. Un détail surprenant se cache dans les décors du tout premier Super Mario Bros. Les nuages blancs du ciel et les buissons verts au sol sont en réalité exactement le même dessin. Pour économiser la mémoire si précieuse de la NES, les développeurs ont simplement recoloré le sprite des buissons en blanc pour créer les nuages. Regardez bien, leur forme est identique, contour pour contour. Donc le ciel et la terre de ce monde mythique partagent une seule et même image, un tour de magie né de la pauvreté technique de l'époque. Contre toute attente, le Super Mario Bros 2 que connaissent les Occidentaux n'est pas un vrai jeu Mario à l'origine. Le véritable épisode japonais fut jugé trop difficile et trop semblable au premier pour le public américain. Nintendo a donc pris un autre jeu nommé Doki Doki Panic et y a remplacé les héros par Mario, Luigi, Peach et Toad. C'est pourquoi on peut y arracher des légumes
et incarner la princesse. Cette greffe improbable explique l'étrangeté de cet opus, longtemps considéré comme le mouton noir de la série. Presque personne ne le sait, mais l'écran titre de Super Mario 64 cache un petit jouet secret. Sur cet écran, on peut attraper le visage de Mario avec le curseur et l'étirer comme de la pâte à modeler, tirant ses joues, son nez et ses oreilles. Cette fonction n'a aucune utilité dans le jeu, mais elle servait à montrer la puissance 3D de la nouvelle Nintendo 64. Les développeurs voulaient émerveiller les joueurs dès la première seconde, donc ils ont transformé le simple menu en démonstration technique ludique et inoubliable. Fait curieux, le roi Boo est devenu un grand méchant, presque par accident. Il apparaît pour la première fois en 2001 dans Luigi's Mansion, où il orchestre l'enlèvement de Mario piégé dans un tableau hanté. Ce qui frappe, c'est qu'un simple fantôme, autrefois petit ennemi anonyme parmi tant d'autres, a soudain été promu au rang de chef redoutable. Son succès dans ce manoir lugubre lui a donc ouvert les portes de nombreux jeux suivants, faisant de cette petite boule blanche timide l'un des adversaires récurrents les plus charismatiques de l'univers. Ce qui était fascinant ici, c'est que Kamek connaissait les héros bien avant qu'ils ne deviennent adultes. Ce Magi Koopa sorcier apparaît dans Yoshi's Island en 1995, où il devine que les bébés Mario et Luigi menaceront un jour le royaume des Koopas. Il tente donc de les enlever dès le berceau, déclenchant toute l'aventure. C'est lui qui élève le jeune Bowser, comme une nourrice fidèle. Kamek tisse ainsi un lien secret entre les générations, prouvant que cette guerre éternelle entre Mario et Bowser a commencé bien avant leur première vraie rencontre. Un détail surprenant nous emmène sur l'île ensoleillée de Super Mario Sunshine en 2002. C'est là qu'apparaît Flora Piranha, une plante carnivore géante dotée de bras, de jambes et de pétales en guise de tête. Contrairement aux petites plantes piranha qui se cachent dans les tuyaux, ce colosse vole et crache de la boue toxique. Sa taille imposante en a fait un boss mémorable, donc Nintendo l'a ensuite invité dans les jeux de sport et de combat. Cette fleur monstrueuse prouve que même un simple ennemi végétal peut fleurir en véritable vedette. Peu de gens savent que Toad cache un mystère sous son chapeau. Pendant des années, les fans se sont demandé si ce champignon était un couvre-chef ou bien sa véritable tête. La question semblait anodine, mais elle revenait sans cesse. Pourtant, Nintendo a préféré ne jamais vraiment trancher. La question est restée un mystère soigneusement entretenu. Koizumi a même confié que ce flou devait rester volontaire, un détail minuscule, mais qui en dit long sur le soin apporté à chaque personnage du royaume champignon. À l'origine, Wario n'était pas censé devenir une vedette. Il était né comme simple antagoniste dans Super Mario Land 2, un anti-Mario imaginé par une équipe qui voulait un rival plus rebelle. Son nom vient du mot japonais warui, qui signifie mauvais, mais collé au M de Mario retourné. L'idée plaisait tellement qu'il a obtenu sa propre série WarioWare. Donc ce vilain bricolé en opposition est devenu une icône à part entière, preuve qu'un méchant bien pensé peut éclipser presque tout le monde. Ce qui est fascinant ici, c'est que Harmony possède l'histoire la plus mélancolique de tout l'univers Mario. Dans Super Mario Galaxy, son passé est raconté dans un livre de contes lu chapitre par chapitre, évoquant une mer perdue et une quête à travers les étoiles. Le récit a été écrit par Yoshiaki Koizumi, qui a confié s'être inspiré de ses propres sentiments liés à la famille et à la parentalité. Ce conte si touchant offre une profondeur rare, soigneusement glissée au cœur du jeu. Donc derrière une plateforme colorée se cache l'un des moments les plus émouvants de la saga. Presque personne ne le sait, mais Mario est né grâce à Donkey Kong. En 1981, Miyamoto devait recycler un jeu raté, donc il imagina un charpentier moustachu sauvant une demoiselle d'un gorille. Ce charpentier s'appelait alors Jumpman.
La moustache et la casquette n'étaient pas un style, mais une nécessité technique. Les pixels ne permettaient pas de dessiner une bouche ni des cheveux animés. Ainsi, le plus grand héros du jeu vidéo doit son apparence aux limites d'une borne d'arcade des années 80. Un détail surprenant entoure Birdo depuis ses débuts dans Super Mario Bros. 2. La notice originale du jeu décrivait ce personnage comme se considérant comme une fille tout en étant un garçon et préférant qu'on l'appelle Birdetta. C'était l'un des tout premiers personnages de jeux vidéo à évoquer une telle identité. Nintendo a depuis nuancé ce texte au fil des versions, mais la mention d'origine reste célèbre. Donc derrière ce dinosaure rose lanceur d'œufs se cache une petite page d'histoire culturelle inattendue. Fait curieux, la princesse Daisy n'a régné qu'une seule fois dans un véritable jeu de plateforme. Elle apparaît dans Super Mario Land, où elle dirige le royaume de Sarasaland, bien loin du royaume champignon. Pendant des années, elle a presque disparu, mais les spin-offs de sport et de course l'ont ressuscitée. Donc aujourd'hui, on la connaît surtout pour le tennis et le karting, alors que ses origines en font une véritable héroïne d'aventure. Un destin étrange pour une princesse longtemps oubliée. Contre toute idée reçue, le petit ennemi sur son nuage est aussi votre caméraman. Dans Super Mario 64, Nintendo devait expliquer pourquoi la vue suivait Mario dans un monde en 3 dimensions, une nouveauté déroutante à l'époque. Donc ils ont imaginé que Lakitu vous filmait en direct, caméra à la main, comme un reporter. Le manuel le présente même comme un employé de la presse du royaume. Une astuce narrative géniale qui transformait une contrainte technique en clin d'œil amusant pour les joueurs. Peu de gens savent que Skelerex est en réalité un Koopa ressuscité. Apparu dans Super Mario Bros. 3, ce squelette de tortue ne meurt jamais vraiment. Si vous l'écrasez, il s'effondre en tas d'eau, mais se reconstruit quelques instants plus tard. Cette idée d'ennemi impossible à vaincre définitivement marquait les esprits. Donc Nintendo l'a conservé pendant des décennies, jusqu'aux versions géantes et aux pilotes de karting. Un simple recyclage de tortues est ainsi devenu l'un des adversaires les plus tenaces de la saga. À l'origine, Mascas ne devait même pas exister dans l'univers Mario. Ce personnage masqué vient de Doki Doki Panic, un jeu japonais transformé en Super Mario Bros. 2 pour l'Occident. Personne n'a jamais vu son vrai visage, et c'est volontaire. Nintendo refuse depuis toujours de révéler ce qui se cache derrière le masque. Donc le mystère fait partie de son charme. Ce petit être timide est ensuite revenu dans des dizaines de jeux, devenant un favori des fans malgré ses origines totalement étrangères à Mario. Ce qui était fascinant ici, c'est la timidité programmée des Boos. Ces fantômes vous poursuivent sans relâche dès que vous leur tournez le dos, mais ils se figent et se cachent le visage dès que vous les regardez en face. Les développeurs ont confié s'être inspirés de la femme d'un membre de l'équipe, habituellement timide mais redoutable quand on l'ignorait. Donc une plaisanterie d'atelier est devenue un comportement de jeu mémorable. Un ennemi dont la peur même dicte chacun de vos mouvements dans les manoirs hantés. Un détail surprenant entoure Toadette dans les jeux récents. Dans New Super Mario Bros. U Deluxe, elle peut ramasser une couronne spéciale qui la transforme en Peachette, une version proche de la princesse Peach. Cette nouveauté a déclenché un raz-de-marée sur Internet, au point que le terme est devenu un phénomène mondial en quelques jours. Nintendo ne s'attendait absolument pas à un tel engouement. Donc un simple objet bonus, ajouté presque discrètement, est devenu l'une des surprises les plus commentées de toute l'histoire récente de la saga. Presque personne ne le sait, mais Bowser Jr. croit sincèrement que Peach est sa mère. Dans Super Mario Sunshine, son tout premier jeu, Bowser invente ce mensonge pour motiver son fils à enlever la princesse. Le petit y croit dur comme fer pendant toute l'aventure. Cette révélation donnait soudain une profondeur familiale à un univers réputé léger.
Donc derrière les batailles de peinture et les îles ensoleillées se cachait un drame de famille touchant, un point de départ étonnant pour l'héritier du roi des Koopas. Peu de gens savent que Waluigi est né d'un simple besoin pratique. En 2000, l'équipe de Mario Tennis sur Nintendo 64 voulait un partenaire de double pour Wario, mais aucun personnage ne convenait. Les développeurs de Camelot ont donc inventé une contrepartie maléfique de Luigi, longiligne et désagréable. Son nom viendrait du mot japonais warui, qui signifie mauvais, mêlé à Luigi. Conçu en urgence pour combler une case, il n'a jamais eu de jeu solo, donc il reste à jamais l'éternel second. Fait curieux, le tout premier vrai boss que la plupart des joueurs affrontent dans Super Mario 64 ne se bat pas avec des armes. Le roi Bobombe, perché au sommet de sa montagne, exige qu'on le soulève et qu'on le jette au sol, mais il faut le lancer assez loin du bord, sinon il se relève intact. Cette mécanique enseignait subtilement aux joueurs comment attraper et projeter les ennemis en 3 dimensions, donc ce combat servait surtout de leçon déguisée pour tout le reste de l'aventure. À l'origine, Diddy Kong ne devait pas exister sous ce nom. Quand Rare développait Donkey Kong Country en 1994, l'équipe voulait moderniser le petit Donkey Kong Jr. des jeux d'arcade. Mais Nintendo a refusé qu'il modifie trop ce personnage classique, donc Rare a transformé son projet en un tout nouveau singe baptisé Diddy Kong. Ce compromis a libéré les créateurs, qui ont pu lui inventer une personnalité espiègle et agile. Sans ce refus de Nintendo, l'un des sidekicks les plus aimés de la saga n'aurait jamais vu le jour. Ce qui est si fascinant ici, c'est la colère de Floral, cette grande chenille jaune. Dans Super Mario 64, on la rencontre dans la caverne souterraine, qui lui sert de maison. Elle paraît inoffensive, mais dès qu'on inonde son repère, elle devient écarlate de rage. Les développeurs ont voulu montrer une créature normalement paisible que l'on dérange, donc sa fureur est entièrement la faute du joueur. Ce détail de design transforme un simple ennemi en petite leçon morale cachée au fond d'un niveau. Presque personne ne le sait, mais le Goomba fut l'un des tout derniers ennemis ajoutés à Super Mario Bros. En 1985. L'équipe trouvait le jeu trop difficile au début, car le premier adversaire était le Koopa Troopa, qu'il faut frapper 2 fois. Il fallait donc un ennemi qu'un débutant pouvait vaincre d'un simple saut. Shigeru Miyamoto a dessiné ce champignon brun en quelques traits juste avant la sortie. Né d'une contrainte de dernière minute, le Goomba est devenu le symbole même de l'ennemi de base. Un détail surprenant accompagne Toadsworth, le vieux Toad à la moustache. Il apparaît pour la première fois dans Super Mario Sunshine en 2002, présenté comme le fidèle intendant de la princesse Peach. Il a été imaginé comme un majordome âgé qui veille sur elle comme une figure paternelle, ce qui ancre toute la dimension royale de l'univers dans un seul personnage attendrissant. Toujours déférent, il s'adresse à la princesse avec un respect cérémonieux qui souligne son rôle de gardien dévoué. Contre toute attente, le Champ, cette boule de métal enragée au bout d'une chaîne, vient d'un souvenir d'enfance de Shigeru Miyamoto. Enfant, il s'est approché de la maison d'un voisin, mais un chien a bondi vers lui en aboyant. La bête fut retenue net par sa chaîne, à quelques centimètres de son visage. Cette frayeur l'a marqué, donc il l'a transformé en ennemi qui mord dans le vide sans jamais pouvoir vous atteindre. Le Champ est littéralement la peur d'un enfant devenu jeu vidéo. Dans les coulisses de Mario & Luigi, un méchant secondaire est devenu culte par accident. Nyarlathotep, le petit assistant à lunettes, parle un anglais volontairement cassé, bourré de phrases absurdes comme « j'ai la furie ». Les traducteurs ont gardé ce style maladroit au lieu de le corriger, car il rendait le personnage hilarant. Les joueurs l'ont tellement adoré qu'il est passé de simple acolyte à véritable antagoniste principal dans un épisode suivant. Une erreur de langage assumée a donc propulsé tout un personnage au sommet.
Ce qui est fascinant ici, c'est la véritable fonction de Cappy dans Super Mario Odyssey. Ce chapeau vivant permet à Mario de capturer presque tous les ennemis et objets du jeu, plus de 50 au total. Les développeurs cherchaient une nouvelle mécanique centrale après les galaxies et le retour aux mondes ouverts. Donc ils ont imaginé prendre possession des créatures plutôt que les vaincre. Cette idée a tout changé, car chaque ennemi devenait soudain un pouvoir potentiel. Le simple chapeau rouge de Mario cachait depuis toujours ce secret. Peu de gens savent comment est né Bowser Squelette. Dans New Super Mario Bros. Sur DS en 2006, le combat contre Bowser commence de façon classique, mais Mario peut le faire tomber dans la lave. On croit le roi des Koopas vaincu, puis son fils ranime ses ossements. Bowser se relève alors en squelette ambulant, plus rapide et terrifiant. Les développeurs voulaient un second affrontement surprenant plus tard dans l'aventure, donc ils ont transformé la mort apparente du boss en sa forme la plus mémorable. Presque personne ne le sait, mais Pauline est la toute première demoiselle en détresse de l'histoire de Mario. Bien avant la princesse Peach, en 1981, dans la borne d'arcade Donkey Kong, c'est elle que le gorille enlève au sommet des échafaudages. À l'époque, le héros s'appelait simplement Jumpman. Pauline fut longtemps oubliée, mais Nintendo l'a magnifiquement ressuscitée en 2017 comme mère chanteuse de New Donk City dans Odyssey. Un personnage vieux de plusieurs décennies est donc revenu en pleine lumière, transformé. À l'origine, le professeur Catastrophe fut créé pour donner un sens à toute la chasse aux fantômes de Luigi's Mansion en 2001. Ce petit savant excentrique fournit à Luigi son aspirateur, le célèbre Ectoblast. Mais son nom japonais, Oyama, est en réalité un jeu de mots sur l'expression Oyama, une exclamation de surprise, tandis que son design rappelle les inventeurs un peu fous des films. Les développeurs voulaient un mentor capable d'expliquer des gadgets farfelus, donc ils en ont fait un génie maladroit. Il réapparaît depuis dans de nombreux jeux, reliant discrètement plusieurs aventures entre elles. Peu de gens savent que Geno, le petit pantin de bois de Super Mario RPG, n'est pas vraiment un jouet, mais un esprit céleste venu d'Étoile Road pour habiter cette poupée. Le personnage fut imaginé par Square, pas par Nintendo, donc ses droits restent partagés entre les deux studios. C'est précisément pour cela qu'il n'a jamais pu rejoindre la grille de Super Smash Bros, malgré les demandes répétées des fans, et qu'il n'y apparaît que sous forme de simple costume, un mystère qui flotte encore. Fait curieux, Wart, l'énorme crapaud final de Super Mario Bros 2, n'était à l'origine pas un ennemi de Mario du tout. Il vient du jeu japonais Doki Doki Panic, simplement recoloré pour l'Occident. Son point faible reste l'un des plus étranges de la saga, car il déteste les légumes, donc il faut littéralement lui lancer des navets dans la bouche pour le vaincre. Plus surprenant encore, ce roi des rêves réapparaît bien plus tard en clin d'œil, dans un jeu Zelda. Doucement, les paupières tombent. À l'origine, le tout premier kidnapping de la saga sur Game Boy n'est pas l'œuvre de Bowser, mais d'un extraterrestre presque oublié nommé Tatanga. Dans Super Mario Land, cet envahisseur venu de l'espace hypnotise les habitants du royaume de Sarasaland, donc Mario doit piloter avion et sous-marin pour le poursuivre. C'est lors de cette aventure qu'apparaît pour la première fois la princesse Daisy, prisonnière de la créature. Sans ce petit alien, tout un pan du casting moderne n'existerait peut-être pas. Reposez l'esprit. Ce qui est fascinant ici, c'est que King K. Rool, le tyran reptilien des Donkey Kong Country, ne se contente jamais d'être un simple roi crocodile. À chaque épisode, il enfile une nouvelle identité, car il adore se déguiser. Il devient pirate sous le nom de Captain K. Rool, puis savant fou baptisé Baron K. Rollenstein, donc on ne sait jamais vraiment à quel personnage on a affaire. Derrière ces masques
se cache pourtant toujours le même ego démesuré, avide de bananes volées. Laissez la nuit l'engloutir. Un détail surprenant à propos du capitaine Toad. Ce petit explorateur au sac à dos et à la lampe frontale, c'est qu'il est incapable de sauter. Son sac est tellement lourd qu'il le cloue au sol, donc tout son jeu, Captain Toad, Treasure Tracker, repose sur la réflexion et la rotation des décors plutôt que sur l'agilité. Là où Mario bondit partout, lui doit ruser pour avancer, mais c'est précisément ce handicap qui rend ces petites aventures si uniques et reposantes. Fermez doucement les yeux. Presque personne ne le sait, mais le véritable méchant de Super Paper Mario n'est pas le comte Niark, que l'on combat pourtant longtemps. C'est Dimension, ce bouffon masqué à l'allure d'Arlequin qui tire les ficelles dans l'ombre. Il feint de servir le comte, mais il manipule en réalité tout le monde pour provoquer la fin de l'univers. Donc, sa trahison reste l'un des retournements les plus sombres de la saga. Derrière son sourire figé se cache une ambition vertigineuse. Laissez-vous glisser dans le sommeil. Dans les coulisses du tout premier Super Mario Bros., les frères Marteau, ces tortues lanceuses de marteaux, comptaient déjà parmi les ennemis les plus redoutés. Ils sautent sans cesse et noient l'écran de projectiles, donc les approcher demandait un timing parfait. Plus tard, dans Super Mario Bros. 3, ils se déclinent en de multiples variantes, lançant boomerang ou feu, certaines maniant même de lourdes masses. Cette petite tortue casquée est ainsi devenue un symbole de difficulté pour toute une génération de joueurs. Respirez lentement, tout va bien. Fait curieux, le calmar blanc nommé Bloops nage dans l'univers de Mario depuis le tout premier épisode de 1985. Il poursuit le plombier sous l'eau d'un mouvement saccadé, car il avance par à-coups en se propulsant exactement comme un vrai céphalopode. Ce mouvement contribue à rendre les niveaux aquatiques plus imprévisibles et un peu stressants. Depuis, on le retrouve en course dans Mario Kart, où il asperge d'encre l'écran des adversaires. Une vieille connaissance des profondeurs. Laissez le calme vous gagner. Contre toute attente, le petit lapin violet apparu dans New Super Mario Bros. Il n'est pas un ennemi à battre, mais un voleur farceur qu'il faut attraper. Nabbit détale dans les niveaux en chippant les objets des maisons champignons des Toads, donc Mario doit lui courir après pour récupérer son butin. Plus étonnant encore, lorsqu'on le contrôle, il devient totalement invincible face aux ennemis classiques, ce qui en fait le compagnon idéal des joueurs débutants. Un voleur que l'on finit par adorer, glisser doucement vers le repos. À l'origine de l'aventure Mario & Luigi, Superstar Saga se cache une sorcière oubliée nommée Cacletta. Son plan est d'une cruauté inattendue, car elle vole littéralement la voix de la princesse Peach pour réveiller un astre légendaire. Mais sa véritable force, c'est son fidèle serviteur, Fawful, dont l'humour absurde a marqué les fans. Donc même vaincu, Cacletta revient en esprit pour posséder le corps de Bowser et semer le chaos. Une menace tenace venue du royaume voisin de Végésia. Le sommeil approche en silence. Un détail surprenant concerne Funky Kong. Le singe à la coupe relâchée et aux lunettes de soleil. Dans les premiers Donkey Kong Country, il ne se battait pas, mais tenait simplement un service de voyage en avion pour aider les frères Kong. Pourtant, des années plus tard, dans Donkey Kong Country, Tropical Freeze, il devient un personnage jouable, presque invincible, capable de planer et de marcher sur les pics. Donc, ce vendeur tranquille s'est révélé le héros idéal pour souffler un peu. Détendez-vous totalement. Ce qui est fascinant ici, c'est que les pierrasses, ces grands blocs de pierre au visage grognon de Super Mario 64, ne peuvent attaquer que d'une seule façon, ils se laissent tomber à plat pour écraser Mario, mais ce geste révèle aussitôt leur unique faiblesse, car leur dos reste alors exposé à un coup de sol. Leur forteresse entière, le fort Pierras, porte d'ailleurs leur nom. Lourds et lents, ils incarnent une menace que la patience suffit à déjouer.
Laissez le sommeil vous emporter doucement. Peu de gens savent que la couleur d'un Koopa révèle son comportement. Dès le premier Super Mario Bros, Nintendo a programmé une règle discrète mais essentielle. Les Koopas verts avancent tout droit, ignorant le vide, donc ils tombent souvent dans les ravins sans jamais s'arrêter. Mais les Koopas rouges, eux, font demi-tour au bord d'une plateforme, refusant de chuter. Ce simple détail de couleur change toute la stratégie du joueur, et il survit encore aujourd'hui dans les jeux récents. Fait curieux, ces petites bombes ambulantes ne viennent pas de la série principale telle qu'on l'imagine. Le Bob Omb apparaît pour la première fois en 1988 dans Super Mario Bros. 2, un jeu né d'un titre japonais appelé Doki Doki Panic. À l'origine, ce n'était donc même pas pensé comme un vrai épisode de Mario, mais la créature a tellement plu qu'elle est devenue incontournable. Aujourd'hui, le Bob Omb explose dans presque chaque opus, fidèle à son tempérament aussi mignon que dangereux. Un détail surprenant se cache dans les tuyaux du tout premier Super Mario Bros. Les plantes piranhas semblent surgir au hasard, prêtes à mordre, mais leur logique est en réalité très précise. Si Mario reste collé contre le tuyau, la plante refuse de sortir comme si elle craignait le contact. Les développeurs ont ajouté cette règle pour rendre le jeu plus juste, donc un joueur attentif peut traverser sans danger. Ce comportement timide se transmet encore dans de nombreux épisodes modernes. À l'origine, ces énormes blocs de pierre au visage furieux portent un nom japonais bien plus évocateur. Le thwomp s'appelle Dosun au Japon, une onomatopée imitant le bruit sourd de sa chute écrasante. Il apparaît dès Super Mario Bros. 3, suspendu dans les châteaux, attendant patiemment le passage de Mario. Sa colère semble éternelle, mais certains jeux ultérieurs l'ont rendu presque sympathique, lui prêtant des sourires inattendus. Derrière sa façade menaçante se cache donc l'une des créatures les plus expressives de l'univers. Ce qui est fascinant ici, c'est l'inspiration botanique derrière ce cactus segmenté. Le poké, ennemi des déserts du royaume champignon, se compose de plusieurs boules épineuses empilées. Frapper une seule section ne suffit pas, donc il faut le démanteler patiemment, segment par segment, avant de l'éliminer entièrement. Au Japon, on le nomme Sambo, et son design joue habilement sur la résistance plutôt que sur la vitesse. Cette mécanique d'empilement en a fait l'un des adversaires les plus mémorables des niveaux désertiques. Presque personne ne le sait, mais avant les grands combats contre les Koopalings, un autre gardien régnait sur les forteresses. Boom Boom apparaît dans Super Mario Bros. 3, défendant chaque château avec ses bras tournoyants. Il fut longtemps oublié, absent durant des années, mais Nintendo l'a ressuscité dans les épisodes 3D modernes, comme Super Mario 3D Land. Son retour a surpris les fans, donc ce boss vintage a retrouvé toute sa place, prouvant que rien ne se perd vraiment dans cet univers. Contre toute attente, l'un des premiers boss marquants de la série est une souris lanceuse de bombes. Mousé apparaît dans Super Mario Bros. 2, portant des lunettes noires et un sourire moqueur. Il bombarde Mario sans relâche, mais l'astuce consiste à renvoyer ses propres bombes contre lui au bon moment. Né du jeu Doki Doki Panic, il a survécu à cette transformation pour devenir un visage familier. On le recroise même dans certains spin-offs, fidèle à son style nonchalant et explosif. Dans les coulisses des niveaux aquatiques, ces poissons rondelets cachent une diversité étonnante. Les Chip Chip existent dans plusieurs variantes, dont les gris qui nagent paisiblement et les rouges, bien plus agressifs, qui poursuivent Mario. Certains sautent même hors de l'eau pour attaquer sur les ponts, comme dans Super Mario Bros. Leur nom imite le pépiement d'un oiseau, un choix amusant pour des créatures marines. Cette simple idée de poisson volant a donné naissance à des séquences mémorables et redoutées. Un détail surprenant concerne ces projectiles au visage déterminé qui traversent l'écran. Les Bills Balls ne tombent pas du ciel, ils sont tirés depuis des canons
appelés Bill Blasters. Leur trajectoire reste rectiligne et implacable, donc le joueur doit anticiper, sauter ou se baisser au bon instant. Leur expression renfrognée leur donne une personnalité étonnante pour de simples munitions. Au fil des jeux, ils ont grandi en taille, certains devenant gigantesques, mais leur élan inarrêtable demeure leur marque de fabrique. Peu de gens savent que ces petites taupes espiègles ont fait leur début sur la Super Nintendo. La taupe Monty apparaît pour la première fois dans Super Mario World, jaillissant soudainement du sol pour surprendre Mario. Elle peut surgir des collines comme des plaines, donc rester immobile devient risqué. Son nom anglais joue sur le mot taupe et un prénom familier, lui donnant un côté presque attachant. Depuis, elle creuse son chemin dans de nombreux épisodes, restant fidèle à ses embuscades soudaines. Fait curieux, Boom Boom a fini par recevoir une partenaire bien plus agile. Pom Pom apparaît pour la première fois dans Super Mario 3D Land en 2011, maniant un boomerang redoutable et créant des doubles d'elle-même. Là où Boom Boom mise sur la force brute, elle privilégie la ruse et l'esquive, donc les deux forment un duo complémentaire. Nintendo les a souvent associés dans les épisodes suivants. Cette héritière moderne prouve que la série continue d'inventer de nouveaux gardiens redoutables. Ce qui est assez fascinant ici, c'est le lien étroit entre ces boules épineuses et les nuages du ciel. Les hérissons ne naissent pas seuls, ils sont lancés par les Lakitus depuis leurs petits nuages. Leur carapace couverte de piquants empêche Mario de les écraser d'un saut, donc il faut ruser ou les contourner. Au Japon, on les nomme Togezo en référence à leurs épines. Cette dépendance envers les Lakitus en fait l'un des dangers les plus retors des premiers niveaux. Peu de gens savent que les 7 Koopalings doivent leur nom anglais à de vrais musiciens. L'aîné, le plus arrogant et le plus mélomane de la bande, s'appelle Ludwig von Koopa. Un clin d'œil direct à Ludwig van Beethoven. Nintendo of America voulait donner une personnalité unique à chaque enfant de Bowser, donc les traducteurs ont pioché dans le rock et le classique. Ludwig hérite ainsi d'une touche de génie tourmenté, mais ce détail n'a jamais été officiellement confirmé au Japon. Fait curieux, dans la même fratrie, le costaud aux lunettes roses et à la carapace musclée s'appelle Roy Koopa. Son nom rend hommage à Roy Orbison, le chanteur américain célèbre pour ses lunettes noires emblématiques. Les concepteurs cherchaient un caractère de brute un peu frimeuse, donc ils lui ont collé des verres teintés et une démarche assurée. C'est un détail que beaucoup de joueurs traversent sans jamais remarquer, mais une fois qu'on le sait, on ne regarde plus Roy de la même façon. À l'origine, dans Super Paper Mario, un mystérieux justicier masqué nommé Monsieur L sème la pagaille au service des forces du mal. Le jeu entretient le suspense pendant des heures, mais la vérité finit par éclater. Sous le masque se cache Luigi, hypnotisé et reprogrammé par Anastasia. Privé de sa mémoire, il combat son propre frère sans le savoir. Cette idée d'un Luigi sombre et confiant a tellement plu aux fans qu'elle reste l'une de ses incarnations les plus appréciées. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'antagoniste de Super Paper Mario n'a pas toujours été un être assoiffé de destruction. Le comte Niark veut effacer tous les univers, mais derrière sa cape se cache un drame. Il s'appelait autrefois Blumière, un jeune homme amoureux d'une humaine nommée Timpani. Séparé d'elle par sa famille, il a cru qu'elle était morte, donc son cœur brisé l'a transformé en destructeur de monde. Rares sont les méchants de Mario à cacher une tragédie aussi profonde. Presque personne ne le sait, mais le vieux singe grincheux qui passe son temps à râler dans Donkey Kong Country n'est pas un personnage anodin. Cranky Kong est en réalité le Donkey Kong original, celui qui lançait des tonneaux sur Mario dans la borne d'arcade de 1981. Il ne cesse de rappeler qu'à son époque, les jeux étaient plus durs, donc ses remarques sont une vraie blague.
des développeurs envers la nostalgie. Le héros moderne serait, lui, son petit-fils selon plusieurs versions. Contre toute attente, Mario n'a pas toujours été le seul héros opposé à Donkey Kong. En 1983, Nintendo sortait Donkey Kong 3, où le joueur ne dirigeait pas le plombier, mais un exterminateur nommé Stanley. Armé d'une bombe insecticide, il devait repousser le gorille et des essaims d'insectes dans une serre. Le jeu n'a pas marqué les esprits autant que ses prédécesseurs, donc Stanley est tombé dans l'oubli, mais il reste l'un des tout premiers protagonistes de l'univers Nintendo. Dans les coulisses des débuts de Mario, un autre rival a précédé Wario. Dans Wrecking Crew, sorti en 1985, Mario démolit des immeubles armés d'un marteau, mais un contremaître hargneux nommé Foreman Spike tente sans cesse de le faire tomber. Ce personnage est resté longtemps oublié, donc Nintendo l'a discrètement ressuscité bien plus tard dans certains jeux et adaptations. Spike représente l'une des premières figures antagonistes humaines de la série, à une époque où l'univers de Mario se cherchait encore. Un détail surprenant attend les joueurs de Mario & Luigi, Superstar Saga, dans le royaume voisin de Vegesia. On y croise le prince Paisley, un héros aux cheveux blonds éblouissants qui scintille littéralement à l'écran. Charmant et un peu vaniteux, il aide les frères dans leur quête, mais son charisme exagéré en fait surtout une parodie affectueuse des princes parfaits. Ce personnage incarne tout l'humour décalé de la série, où même les alliés deviennent prétexte à de petites moqueries bien senties. Fait curieux, dans Donkey Kong Country 2, la petite Dixie Kong cache un pouvoir étonnant dans sa coiffure. En faisant tournoyer sa longue queue de cheval blonde, elle plane lentement dans les airs comme un hélicoptère. Cette capacité change complètement la façon d'aborder les sauts périlleux du jeu, donc elle est devenue indispensable pour atteindre les passages secrets. Rare héroïne jouable de la saga des Kong, Dixie a marqué les joueurs au point de revenir dans plusieurs épisodes suivants. Presque personne ne s'y attendait, mais une petite sorcière de la série WarioWare est devenue une véritable icône. Ashley apparaît dans ses mini-jeux accompagné d'un thème musical chanté, devenu si populaire qu'il dépasse largement le cadre du jeu. Cette mélodie entêtante a propulsé le personnage au rang de favori des fans, donc Nintendo l'a intégré dans Super Smash Bros. Et multiplié ses apparitions. Derrière son apparence enfantine se cache une magicienne au caractère bien trempé qui adore effrayer son entourage. Ce qui est fascinant ici, c'est l'histoire de Vivian, l'une des compagnes de Paper Mario, la porte millénaire. D'abord ennemie, maltraitée par ses sœurs, elle finit par rejoindre Mario et devient une alliée fidèle et touchante. Dans la version japonaise originale, son identité de genre était abordée de façon plus marquée, donc les traductions occidentales ont longtemps gommé cette nuance. Le remake récent a choisi de la restituer fidèlement, faisant de Vivian un personnage redécouvert et célébré par toute une nouvelle génération. À l'origine, Super Mario Bros. 2 occidental n'était pas un vrai jeu Mario, et beaucoup de ses créatures, comme Fraggy, ne réapparaîtront presque jamais ailleurs. Fraggy est justement un boss fait de flammes vivantes qui se divise en petites boules de feu quand on le frappe. Le jeu était en réalité Doki Doki Panic, retravaillé avec les personnages de Mario, ce qui explique ses ennemis si étranges. Fraggy reste un vestige curieux de cette époque où Nintendo recyclait ses idées pour conquérir l'Occident. À l'origine, Malo apparaît dans Super Mario RPG, ce jeu né de la collaboration entre Nintendo et Square. Tout le monde le prend pour une simple grenouille, mais lui-même est persuadé d'en être une. Donc il pleure dès qu'il est contrarié. La vérité tombe plus tard. C'est en réalité un prince du royaume des nuages, élevé loin des siens. Ce petit personnage tout doux cache donc l'une des révélations les plus touchantes du jeu, glissée entre deux combats. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que Super Mario RPG n'oppose pas Mario à Bowser, mais à un envahisseur venu d'ailleurs,
Smithy, un forgeron mécanique. Son rêve n'est pas de capturer Peach, mais de remplacer tous les souhaits du monde par des armes. Donc il brise l'étoile qui exauce les vœux et plonge le royaume dans le chaos. Bowser lui-même perd son château et doit s'allier à Mario, un retournement rare qui rend ce méchant inoubliable. Fait curieux, dans Super Mario RPG vit un excentrique nommé Booster, riche héritier vivant au sommet d'une tour pleine de pièges. Il croise Peach par hasard, mais au lieu de la rendre, il décide de l'épouser sur le champ, déclenchant une scène de mariage parodique inattendue. Beaucoup de joueurs ont noté sa ressemblance avec Wario, donc des théories l'imaginent liées à la famille. Rien d'officiel, mais ce personnage farfelu reste un des plus mémorables de toute l'aventure. Presque personne ne le sait, mais les 7 Koopalings, dont Larry, ont reçu leur nom anglais grâce à l'équipe américaine de Nintendo. Pour les rendre attachants, ils les ont baptisés en clin d'œil à des musiciens célèbres. L'origine du nom de Larry reste plus incertaine, mais ses frères évoquent clairement des rockers. Au Japon, ils n'avaient pas de nom individuel à l'origine, donc cette touche musicale est une invention purement occidentale, restée dans la mémoire des joueurs depuis Super Mario Bros. 3. Dans les coulisses, Iggy Koopa illustre parfaitement cette idée musicale. Son nom rend hommage au chanteur Iggy Pop et son allure complètement déjantée, avec ses grosses lunettes et son rire nerveux, colle à cette inspiration punk. Au fil des jeux, son design a beaucoup évolué, mais Nintendo a fini par lui donner une silhouette plus fine et agitée pour le distinguer de ses frères. Donc chaque Koopaling possède aujourd'hui une personnalité visuelle propre, héritée de cette petite blague musicale. Un détail surprenant, Wendy est la seule fille parmi les 7 Koopalings, et son nom complet rend hommage à une chanteuse rock provocatrice. Dans Super Mario Bros. 3, elle attaque en lançant des anneaux rebondissants difficiles à éviter, ce qui en fait un boss redouté. Nintendo lui a donné un look coquet, avec un nœud et des bijoux, mais son tempérament reste explosif. Donc derrière son apparence soignée, se cache l'une des combattantes les plus agressives de la fratrie. Contre toute attente, Toadette est devenue une vedette grâce à un objet introduit tardivement, la Super Couronne. Dans New Super Mario Bros. U Deluxe, cet objet la transforme en Peachette, une version inspirée de Peach. La réaction d'Internet a été immédiate, donc une vague de création a déferlé en quelques jours. Nintendo n'avait pas prévu un tel engouement, mais cette simple couronne a soudain pris une place centrale dans la culture des joueurs, bien au-delà de son rôle initial. Peu de gens savent que Birdo, ce dinosaure rose qui crache des œufs, a connu une notice de jeu pour le moins étonnante. Dans le manuel original de Super Mario Bros. 2, on précisait que ce personnage se considérait différemment de son apparence. Nintendo a ensuite modifié et adouci ses descriptions au fil des rééditions, donc son identité était restée floue pendant des années. Aujourd'hui, Birdo est simplement un personnage récurrent et apprécié, mais son histoire éditoriale reste fascinante. À l'origine, la princesse Daisy n'appartient pas au royaume champignon, mais à Sarasaland, un univers créé spécialement pour Super Mario Land sur Game Boy. Ce jeu a été conçu par une équipe différente de celle de Miyamoto, donc son ton et ses ennemis semblent étranges et exotiques. Daisy y est enlevée par l'alien Tatanga, puis disparaît presque totalement des jeux pendant des années. Elle n'est revenue qu'avec les spin-offs sportifs où elle est devenue une figure incontournable. Presque personne ne le sait, mais Luigi est né d'une contrainte purement technique. Dans le jeu d'arcade Mario Bros, Nintendo voulait un mode 2 joueurs, donc les développeurs ont dupliqué le sprite de Mario et changé sa palette de couleurs en vert. Ce frère est ainsi apparu sans grande histoire, simple reflet du héros. Son nom viendrait d'un jeu de mots japonais sur la ressemblance. Donc ce personnage adoré du public est à l'origine une astuce d'économie de mémoire.
Ce qui est fascinant ici, c'est que Miyamoto rêvait depuis longtemps de faire chevaucher Mario par un dinosaure, mais le matériel de la NES ne le permettait pas. Il a donc dû attendre la Super Nintendo pour concrétiser cette idée avec Yoshi dans Super Mario World. Sa selle s'explique d'ailleurs en interne comme un signe qui sert de monture. Ce compagnon a tellement plu qu'il a obtenu ses propres jeux, devenant l'un des piliers les plus tendres de la saga. Contre toute attente, Diddy Kong devait à l'origine être une version modernisée de Donkey Kong Jr. Lors du développement de Donkey Kong Country chez Rare, Nintendo n'a pas voulu qu'on modifie trop un personnage existant, donc l'équipe a transformé ce petit singe en un tout nouveau héros. Ils l'ont baptisé Diddy et lui ont donné sa casquette et son t-shirt rouge. Cette décision a créé une icône à part entière, qui a ensuite porté ses propres aventures sur console. Presque personne ne le sait, mais les 7 Koopalings ont des noms cachés venus de la musique. Quand Nintendo of America a localisé Super Mario Bros 3, l'équipe a discrètement baptisé chaque rejeton d'après un musicien célèbre. Le plus petit, celui qui jongle sur sa balle, s'appelle Lemmy, un clin d'œil au chanteur de Motorhead. Ce détail n'apparaît dans aucun manuel officiel japonais, donc il est resté un secret de traduction pendant des années, avant que les fans ne le découvrent enfin. Fait curieux, le costaud de la fratrie suit exactement la même logique secrète. Morton, le Koopaling massif au crâne marqué d'une étoile, tire son nom de l'animateur de télévision américain Morton Downey Jr. L'idée venait des localisateurs, qui voulaient donner une personnalité à chaque enfant de Bowser, mais Nintendo au Japon utilisait au départ de simples surnoms. Donc, derrière ces 7 brutes colorées, se cache une véritable playlist de stars, glissée là par malice de traducteurs facétieux. À l'origine, on ne s'attend pas à croiser une créature aquatique amicale dans l'univers de Mario. Pourtant, dans Super Mario 3D World, Plessis surgit comme un gentil plésiosaure orange, directement inspiré des légendes du monstre du Loch Ness. Plutôt qu'un ennemi, elle sert de monture rapide sur laquelle on dévale rivières et toboggans d'eau. Les niveaux où elle apparaît misent sur la pure vitesse, et cette créature rieuse rythme aujourd'hui certains des passages les plus joyeux du jeu. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'une petite étoile peut devenir une planète entière. Dans Super Mario Galaxy, les Luma sont ces créatures stellaires qui accompagnent Rosalina, mais leur secret va plus loin. Selon leur propre histoire, un Luma peut se transformer en comète, en galaxie, et même rejoindre Mario pour lui offrir son célèbre tournoiement. On dit que les développeurs aimaient lier chaque pouvoir au récit cosmique du jeu, et ainsi ces boules adorables sont en réalité la matière même de l'univers que l'on traverse. Un détail surprenant relie la série WarioWare à toute l'histoire de Nintendo. Le jeune 9V, fan absolu de jeux vidéo, propose des micro-jeux entièrement basés sur de vrais classiques de la maison, Donkey Kong, Duck Hunt ou la Game Boy elle-même. On pourrait y voir un personnage servant de musée vivant, mais sous forme de défi de 5 secondes. Donc, à travers ces épreuves éclairs, 9V rejoue discrètement des décennies de patrimoine Nintendo, ce qui en fait l'archiviste le plus rapide du studio. Peu de gens savent que la toute première grande rivale de Wario est une femme pirate. Dans Wario Land sur Game Boy, le capitaine Syrup commande les brigands noirs et détient le trésor que Wario convoite. Nintendo voulait offrir à Wario sa propre galerie d'ennemis, distincte de celle de Mario, donc l'équipe a inventé cette chef rusée plutôt qu'un énième sbire de Bowser. Elle reviendra dans plusieurs épisodes, prouvant qu'elle est bien plus qu'une adversaire d'un seul jeu. Contre toute attente, une reine des abeilles a fini par participer à des courses de karting. Apparue d'abord dans Super Mario Galaxy comme souveraine du royaume des abeilles, elle aide Mario en lui demandant de la débarrasser de parasites sur son dos. Les développeurs de Mario Kart 7 cherchaient des têtes inattendues pour étoffer la grille, donc ils l'ont ressortie de cette galaxie lointaine.
Ce choix surprenant montre comment Nintendo recycle ses personnages les plus obscurs pour leur offrir une seconde vie. À l'origine, l'idée centrale de Super Mario Sunshine n'était pas le héros, mais son sac à dos parlant. Jet d'eau, ce dispositif inventé par le professeur Catastrophe, est né d'expérimentations des développeurs sur la simulation de l'eau sur GameCube. La console gérait des effets liquides impressionnants pour l'époque, donc Nintendo a bâti tout un jeu autour du nettoyage et de l'aspersion. Sans cette prouesse technique, Mario n'aurait jamais troqué ses sauts habituels contre un jet propulseur si particulier. Un détail surprenant entoure Mona, l'amie débordée de Wario dans WarioWare. Cette jeune fille collectionne les petits boulots improbables, de pizzaiola à popstar, et chacun de ces métiers inspire le thème de ces micro-jeux. Les concepteurs voulaient des personnages dont la vie quotidienne déteindrait sur le gameplay. Donc Mona est devenue un kaléidoscope d'activités absurdes. Elle est aussi l'un des tout premiers visages de la série, ce qui en fait un pilier discret mais essentiel de cet univers déjanté. Ce qui est assez fascinant ici, c'est la rivalité personnelle entre le roi Boo et Luigi. Dans Luigi's Mansion, ce souverain des fantômes en veut directement au frère timide qu'il considère comme un intrus dans son domaine hanté. Le jeu lui oppose un grand méchant à la hauteur du courage hésitant de Luigi, un Boo géant capable de piéger Mario lui-même dans un tableau. Cette inimitié reviendra plus tard, faisant du roi Boo l'ennemi juré attitré du cadet de la famille. Fait curieux, la chenille colorée de Mario change radicalement d'humeur selon la situation. Apparue dans Super Mario World, Floribonde reste paisible tant qu'on ne la dérange pas, mais devient écarlate de rage dès qu'on lui saute dessus. Son apparence trahit instantanément son état d'esprit, sa couleur reflétant sa colère. Ce langage visuel simple, où le rouge signale le danger, est devenu une signature du design Nintendo, lisible, sans le moindre texte. Dans les coulisses de Super Mario Sunshine, les équipes cherchaient à donner une vraie présence aux fleurs carnivores du jeu. C'est ainsi qu'est née Flora Piranha, une plante piranha géante dotée de bras, de feuilles et même d'une capacité à voler. Plutôt qu'un simple obstacle planté au sol, ils voulaient un boss imposant et baveux, donc ils ont transformé l'ennemi le plus banal de la série en un colosse mémorable. Son succès l'a depuis propulsé dans de nombreux spin-offs sportifs. À l'origine, ce serpent à 3 têtes de Super Mario Bros. 2 n'a jamais été pensé pour Mario. Le jeu occidental était en réalité Doki Doki Panic, simplement habillé aux couleurs du royaume champignon. La vraie suite japonaise fut jugée trop difficile et frustrante pour le public américain, donc Nintendo préféra recycler un autre titre. Trick-Lead existait déjà là-dedans, mais sa présence dans la saga Mario est purement un accident de localisation devenu culte. Peu de gens savent que Bowser a eu sa propre conseillère magicienne, Kami Koopa, dans le tout premier Paper Mario. Elle ressemble énormément à Kamek, mais c'est une vieille sorcière acariâtre dévouée au roi des Koopas. On la croit longtemps interchangeable avec Kamek, mais ce sont deux personnages distincts. Nintendo a fini par privilégier Kamek dans la plupart des jeux récents, dont Kami a peu à peu disparu, laissant les fans débattre encore aujourd'hui de leur lien exact. Un détail surprenant entoure Birdo, ce dinosaure rose qui crache des œufs. La notice américaine originale de Super Mario Bros. 2 indiquait que Birdo se considérait comme une fille et préférait qu'on l'appelle Birdetta. C'était l'une des toutes premières mentions d'un personnage transgenre dans un jeu Nintendo grand public. Les versions suivantes ont souvent gommé ce détail, mais il a marqué l'histoire. Donc beaucoup de fans considèrent Birdo comme une figure pionnière dans le monde du jeu vidéo. Fait curieux, Luigi n'a longtemps existé que comme une copie verte de Mario. Dans le jeu d'arcade Mario Bros, il fallait un deuxième joueur, donc les développeurs ont simplement recoloré le sprite de Mario pour gagner de la mémoire. Son nom viendrait du japonais
Luigi, signifiant semblable. Ce n'est que bien plus tard qu'il gagna sa grande taille, ses sauts flottants et sa personnalité froussarde, transformant un simple clone technique en l'un des héros les plus aimés. Ce qui était fascinant ici, c'est que Shigeru Miyamoto rêvait de donner une monture à Mario depuis le tout premier épisode sur NES. La machine était trop limitée pour afficher un dinosaure, donc l'idée resta dans un tiroir près de 5 ans. Avec la puissance de la Super Nintendo, Yoshi put enfin naître dans Super Mario World. Son design s'inspire volontairement d'un dinosaure et d'un reptile, mais sa langue extensible vient d'une envie d'offrir une mécanique de jeu totalement inédite. Presque personne ne le sait, mais le fameux « La princesse est dans un autre château » de Super Mario Bros. Est prononcé par Toad. Ce petit champignon serviteur garde chaque forteresse pour vous accueillir avec cette phrase décevante. Les développeurs voulaient prolonger l'aventure sans multiplier les niveaux, donc ils ont créé ces fausses pistes répétées 7 fois. Ce qui semblait une astuce d'économie est devenu une réplique légendaire, citée encore aujourd'hui, partout dans la culture du jeu vidéo. Contre toute attente, Wario est né d'une rancœur de développeurs. L'équipe de la branche Mario Land trouvait Mario trop sage et voulait un anti-héros qui leur ressemble. Son nom mélange Mario et le japonais Warui, qui signifie « mauvais ». Il apparaît comme le grand méchant de Super Mario Land 2, ayant volé le château de Mario. Le public l'adora tellement qu'il obtint sa propre série, donc le vilain devint star à part entière. Dans les coulisses, Peach fut longtemps une princesse passive enfermée en haut d'un château. Pourtant, Super Mario Bros 2 lui offrit un pouvoir unique. Elle pouvait flotter quelques secondes dans les airs après un saut. C'était la conséquence directe du fait que ce jeu venait de Doki Doki Panic, où elle remplaçait un personnage doté de cette capacité. Ce flottement marqua les joueurs, donc il revint bien plus tard, comme sa signature, dans plusieurs aventures. Un détail surprenant, le Goomba fut le tout dernier ennemi ajouté à Super Mario Bros. Les développeurs trouvaient le premier niveau trop difficile, avec seulement les Koopas à carapace qui demandent 2 actions pour être vaincus. Ils créèrent donc un adversaire qu'on écrase d'un simple saut. Son sprite brun ressemble à un champignon shiitake. Clin d'œil au royaume champignon. Né d'une contrainte de dernière minute, le Goomba est devenu l'ennemi le plus emblématique de toute la saga. À l'origine, Mario lui-même était né dans un jeu nommé Donkey Kong, où il n'était qu'un charpentier sans nom appelé Jumpman. Nintendo voulait adapter Popeye mais n'obtint pas les droits, donc Miyamoto inventa ce triangle amoureux avec un gorille géant. Donkey Kong enlevait une demoiselle et le héros grimpait des échafaudages pour la sauver. Ce simple jeu d'arcade sauva financièrement la branche américaine de Nintendo, donc tout l'empire Mario découle directement de ce singe. Ce qui est fascinant ici, c'est que Bowser fut inspiré par un personnage d'un conte chinois adapté en manga et film d'animation japonais, plutôt qu'un dragon classique. Miyamoto le concevait comme une tortue géante, mais l'illustrateur le dessina d'abord comme un bœuf. Son nom japonais, Koopa, viendrait d'un plat coréen à base de riz. Ce mélange d'influences donna un roi reptilien unique, donc Bowser ne ressemble à aucun autre antagoniste de l'époque, ancrant sa silhouette dans la légende. Peu de gens savent qu'il n'existe pas un seul Toad, mais tout un peuple identique. Dans Super Mario Bros, déjà, 7 Toads différents vous accueillaient à la fin de chaque monde, donnant l'illusion d'un personnage unique. Nintendo a longtemps entretenu le flou sur leur nombre et leur identité. Cette ambiguïté permit plus tard de créer des dérivés comme Toadette ou le capitaine Toad. Donc une simple économie de mémoire a engendré toute une espèce devenue incontournable. À l'origine, dans Super Mario World 2, Yoshi's Island, sorti en 1995, le héros n'est pas Mario, mais Yoshi. Le célèbre plombier
n'est qu'un nourrisson posé sur le dos du dinosaure. Nintendo voulait raconter une histoire avant la naissance des frères, donc ils ont inversé les rôles. Quand Yoshi se fait toucher, bébé Mario s'envole dans une bulle en pleurant. Mais un compte à rebours impose de le récupérer vite, sinon les sbires volants de Kamek l'emportent. Un choix audacieux qui a marqué toute la série. Fait curieux, dans Paper Mario, la porte millénaire, le premier grand boss est une dragonne rouge nommée Hooktail, gardienne d'un château sinistre. Elle semble terrifiante, mais elle cache une faiblesse absurde. Elle a une peur panique des criquets. Si vous lui faites croire que vous en tenez un, elle vous supplie de l'épargner. Vous pouvez alors lui soutirer une pièce ou un objet avant de mieux la frapper ensuite. Donc ce monstre imposant se révèle être le plus lâche du jeu. Peu de gens savent que la première coéquipière de Mario dans la porte millénaire est une jeune Goomba étudiante en archéologie nommée Goombella. Elle paraît être une simple acolyte, mais elle possède un pouvoir essentiel. Sa capacité d'analyse révèle les points de vie et les secrets de chaque ennemi rencontré. Sans elle, on combat à l'aveugle. Donc les développeurs en ont fait un véritable guide vivant. C'est une façon astucieuse d'enseigner le jeu, sans jamais interrompre l'aventure par un tutoriel. Un détail surprenant se cache dans la série Luigi's Mansion, un petit chien fantôme nommé Polterpup. On l'imagine ennemi, mais il devient l'allié fidèle de Luigi. Cette créature espiègle adore jouer, mais elle flaire aussi les passages secrets et les objets cachés que le héros peinerait à trouver seul. Ce compagnon adoucit l'ambiance angoissante du manoir, donc le chien apporte une touche d'attendrissement entre deux frissons. Beaucoup de joueurs avouent s'être attachés à ce compagnon translucide plus qu'ils ne l'attendaient. Contre toute attente, dans Mario & Luigi Dream Team, le grand méchant n'est pas Bowser, mais un roi chauve-souris venu du monde des rêves, appelé Antasma. Il manipule les cauchemars et cherche à plonger le royaume dans un sommeil éternel. Il s'allie d'abord à Bowser pour vaincre les frères, mais cette alliance entre deux tyrans ne pouvait pas durer. Bowser trahit son partenaire, donc le joueur affronte tour à tour deux ennemis rivaux. Une dynamique rare qui rend cet épisode portable particulièrement mémorable. Dans les coulisses de Super Mario Odyssey, le premier boss n'est pas un Koopa, mais une chef de gang nommée Madame Brood, accompagnée de son Chomp enchaîné doré, qu'elle traite comme un chien de compagnie. Elle semble inoffensive avec son immense coiffure, mais elle dirige les Broodals, une famille de lapins organisateurs de mariages engagés par Bowser. Elle fouette Mario avec son animal de compagnie tenu en laisse. Donc il faut capturer la bête pour la retourner contre elle. Une idée typique du jeu où chaque ennemi devient une mécanique à détourner. Presque personne ne le sait, mais le bouffon récurrent de la porte millénaire, Lord Crump, sert l'organisation secrète des X-No. Il se montre arrogant et ridicule, mais il cache un sérieux danger derrière ses pitreries. Au cours de l'aventure, il pilote un gigantesque robot violet baptisé Magnus von Grapple pour écraser Mario. Ses plans échouent sans cesse, donc il devient une sorte de souffre-douleur, comique. Pourtant, sa fidélité à la mystérieuse Grodus en fait un rouage essentiel de toute l'intrigue. Ce qui était fascinant ici, c'est le parcours de Gnus Gnus dans la série Mario & Luigi. Il débute comme simple assistant de la sorcière Cacletta, mais il revient des années plus tard, comme grand méchant, de Voyage au centre de Bowser. Son langage tordu et ses répliques absurdes en ont fait un favori des fans. Au fil des épisodes, ce personnage d'abord secondaire a fini par devenir un antagoniste principal. Peu de personnages secondaires de la saga peuvent te vanter d'une telle ascension narrative. Fait curieux, dans Donkey Kong Country 2, la jeune Dixie Kong possède une capacité unique grâce à sa longue queue de cheval blonde. En la faisant tournoyer comme une hélice, elle plane lentement dans les airs et franchit des gouffres impossibles pour les autres. Cette mécanique semblait anodine, mais elle a transformé la façon d'explorer les niveaux.
Rare est introduit aussi naturellement cet art du vol contrôlé, donc beaucoup considèrent Dixie comme le personnage le plus agréable à manier de toute la trilogie. Un détail surprenant entoure le roi Boo, le grand antagoniste du tout premier Luigi's Mansion sur GameCube. Ce fantôme couronné déteste Mario au point d'avoir piégé le plombier dans un tableau accroché au cœur du manoir. Tout le jeu consiste à libérer son frère emprisonné, mais peu de joueurs réalisent que Mario reste captif jusqu'aux dernières minutes. Pour le combat final, le roi Boo se dissimule dans un portrait de Bowser et anime ce géant pour affronter Luigi dans l'hôtel secret sur le toit du manoir. Un duel spectaculaire et étonnant. Peu de gens savent que le savant farfelu professeur Catastrophe a inventé l'aspirateur Ectoblast, l'outil emblématique de Luigi pour capturer les fantômes. Ce petit génie excentrique étudie le surnaturel depuis des décennies, mais son matériel relie en réalité plusieurs jeux entre eux. On le retrouve dans la série Luigi's Mansion, comme dans certains épisodes Mario, donc il sert de fil conducteur discret au lore. Son nom japonais est même un jeu de mots sur une exclamation de surprise, un clin d'œil amusant à ce personnage rond et chauve. À l'origine, le mage Magikoopa, connu sous le nom de Kamek, apparaît dès Yoshi's Island, comme le véritable cerveau derrière les plans contre les bébés héros. Il est celui qui élève le jeune Bowser et veille sur lui comme un tuteur dévoué. On le prend souvent pour un simple sbire, mais c'est lui qui agrandit magiquement les boss au cours des combats. Sans ces sortilèges, les affrontements resteraient banals. Donc il façonne en coulisses l'identité même de la série. Un stratège fidèle, souvent sous-estimé. Peu de gens savent que ce bon vieux plombier a enfilé une blouse de médecin dès 1990 dans un jeu de puzzle où l'on aligne des pilules pour écraser des virus. Le titre semblait mineur, mais sa musique est devenue culte. Les deux thèmes, Fever et Chill, ont été composés par Hirokazu Tanaka. Donc des millions de joueurs les fredonnent encore aujourd'hui sans jamais avoir terminé une seule partie en mode difficile. À l'origine, Metal Mario n'était même pas pensé comme un personnage. Il était né d'un simple objet dans Super Mario 64, le bloc métallique qui transformait le héros en statue luisante, capable de marcher sous l'eau et d'encaisser les coups. L'effet impressionnait tant les développeurs qui l'ont conservé, mais sans imaginer la suite. Donc, de gadget oublié, cette version chromée est devenue un adversaire mémorable affronté dans Super Smash Bros. Et un pilote récurrent de Mario Kart. Fait curieux, le Koopa volant n'est rien d'autre qu'une tortue Koopa à qui l'on a greffé une paire d'ailes. Dans le premier Super Mario Bros, sauter dessus lui arrachait ses ailes, mais il ne mourait pas pour autant. Il retombait au sol et redevenait un simple Koopa marchand. Ce détail traduit une vraie logique de design japonais, donc chaque ennemi se décline en variante reconnaissable d'un coup d'œil, sans jamais perturber le joueur. Ce qui est fascinant ici, c'est que Shigeru Miyamoto rêvait de faire chevaucher un dinosaure à Mario depuis le tout premier jeu, mais le matériel de la NES en était incapable. Il a dû patienter jusqu'à la Super Nintendo et Super Mario World pour concrétiser cette idée vieille de plusieurs années. Donc Yoshi, devenu une mascotte adorée, est en réalité le fruit d'un désir technique longtemps frustré, enfin exaucé en 1990. Un détail surprenant entoure Birdo, ce dinosaure rose qui crache des œufs, dans Super Mario Bros. 2. Le manuel original américain précisait qu'il se considérait comme une fille et préférait qu'on l'appelle Birdetta. Cette mention faisait de lui l'un des tout premiers personnages transgenres du jeu vidéo. Mais Nintendo a longtemps oscillé sur cette identité au fil des traductions. Donc Birdo reste une figure étonnamment pionnière, née d'un simple paragraphe de notice. Presque personne ne le sait, mais Wario est né d'une rivalité interne chez Nintendo. Les développeurs de la branche secondaire
on avait assez que Mario, la création de Miyamoto, soit toujours le héros sacré. Ils ont donc imaginé son exact opposé, cupide et grossier, pour le jeu Super Mario Land 2 sur Game Boy. Son nom mêle Mario et le mot japonais Warui, qui signifie mauvais, donc tout un programme résumé en un seul prénom. Contre toute attente, le petit champignon, coiffé d'un chapeau à pois, entretient un mystère sur ce couvre-chef. Pendant des années, les joueurs ont cru que Toad arborait un bonnet et beaucoup se sont demandé si cette tache blanche tachetée faisait en réalité partie de sa tête. La question a tellement divisé les fans que le débat n'a jamais été tranché officiellement par Nintendo. Donc ce que certains prennent pour un accessoire pourrait bien peut-être être son propre crâne. Dans les coulisses du premier Super Mario Bros., Luigi n'existait que pour des raisons techniques. Pour permettre à 2 joueurs de jouer chacun leur tour, les programmeurs ont simplement recoloré le sprite de Mario en vert et baptisé ce double Luigi. Son nom viendrait du mot japonais Ruigi, qui veut dire semblable. Donc le frère cadet du plombier est littéralement né comme une copie, avant de gagner sa propre personnalité timide et attachante. Fait curieux, Peach a longtemps souffert d'une crise d'identité en Occident. Pendant des années, on l'appelait Princesse Toadstool, un nom inventé pour le public occidental et inspiré des champignons. Mais au Japon, elle s'est toujours appelée Peach et Nintendo a fini par uniformiser ce prénom dans les années 90 avec Super Mario 64. Donc l'héroïne enlevée à répétition a vécu 2 vies de noms différents selon le continent où l'on tenait la manette. Ce qui est fascinant ici, c'est que le mage Magi Koopa porte un nom enraciné dans la nature même de son espèce. Au Japon, Kamek s'appelle Kameku, dérivé du mot Kame, qui signifie tortue, un clin d'œil à ses origines de Koopa. Apparu dans Yoshi's Island, il sert de mentor à Bowser bébé, mais peu de joueurs réalisent qu'il fut son tuteur dès l'enfance. Donc derrière ce vieux Koopa se cache toute l'éducation du roi des tortues. À l'origine, Donkey Kong devait être un jeu Popeye sous licence, mais Nintendo n'a pas obtenu les droits à temps. Miyamoto a donc transformé Popeye en un charpentier, Bluto en un gorille géant et Olive en une demoiselle en détresse. Ce charpentier moustachu n'était autre que Mario lui-même, à ses tout débuts. Donc sans ce refus de licence, ni Donkey Kong ni Mario n'auraient peut-être jamais existé sous la forme qu'on leur connaît. Presque personne ne le sait, mais Bowser n'était pas censé ressembler à une tortue. Sur les premiers croquis, Miyamoto l'avait dessiné comme un bœuf, inspiré du roi démon d'un vieux conte chinois. C'est le directeur artistique qui l'a fait remarquer, jugeant la créature plus proche d'une tortue que d'un taureau. Miyamoto a donc accepté de retravailler le concept, donnant naissance à la carapace épineuse que l'on connaît, mais le caractère bovin se devine encore dans ses cornes. Peu de gens savent que, dans le tout premier Paper Mario, sorti en 2000, le compagnon de départ de Mario est un jeune Goomba nommé Goombario. On pourrait le croire purement décoratif, mais sa véritable utilité, c'est sa capacité à examiner chaque ennemi pour en révéler les points faibles et les statistiques. Son nom japonais, Kurio, est même un clin d'œil direct à Mario. Donc derrière ce petit fan enthousiaste se cache un outil de jeu précieux qui commente les lieux avec un humour étonnamment fin. Fait curieux, dans Paper Mario, l'un des compagnons les plus élégants de Mario est Lady Bow, une dame boue capricieuse qui règne sur tout un manoir hanté. Elle pourrait n'être qu'une alliée comme les autres, mais son pouvoir change radicalement la donne. Elle peut rendre Mario totalement invisible et intangible le temps d'un tour, donc lui faire éviter les attaques les plus dévastatrices. C'est une mécanique de défense rare pour l'époque, qui transforme cette boue hautaine en bouclier vivant indispensable. À l'origine, Gooper Blooper n'est qu'un calmar géant englué de peinture dans Super Mario Sunshine, mais Nintendo en a fait un véritable fil rouge du jeu. On ne l'affronte pas une fois,
mais à plusieurs reprises, du port de Rico à la baie Noki. Sa faiblesse est savoureuse, il faut tirer sur ses longs tentacules emmêlés, puis arracher son énorme bouchon en forme de nez. Donc, ce boss visqueux devient un rituel récurrent, symbole de cette aventure tropicale entièrement bâtie autour de l'eau et du nettoyage. Presque personne ne le sait, mais les petites créatures en bois de Super Mario Galaxy 2, les Whittles, ont un charme bien particulier. Ces êtres en forme de brindilles habitent la planète bois et guident parfois Mario. Avec leur voix chantante et leurs gestes maladroits, ils apportent une touche de douceur à un jeu réputé difficile. Donc même dans la galaxie la plus exigeante, Nintendo glisse de la tendresse. Ce qui est fascinant ici, c'est l'histoire de Vivian, l'une des sœurs ombres de Paper Mario, la porte millénaire. Dans la version japonaise originale, son identité de genre est explicitement abordée, un détail effacé lors de la première localisation occidentale. Mais le remake Switch de 2024 a restauré ce passage avec soin, redonnant à Vivian toute sa profondeur. Donc un personnage longtemps incompris est enfin revenu sous sa forme voulue près de 20 ans après sa première apparition sur GameCube. Un détail surprenant, Gnark, le petit acolyte hilarant de la trilogie Mario & Luigi, est célèbre pour son anglais volontairement cassé, ponctué de phrases absurdes, comme « I have fury ». Ce langage maladroit n'est pas une erreur de traduction, mais un choix délibéré des équipes de localisation pour rendre le personnage inoubliable. Donc, ce qui ressemble à une faute est devenu sa signature culte. De simples sous-fifres de Cacletta, Gnark a fini par devenir le grand antagoniste de Mario & Luigi, Voyage au centre de Bowser. Contre toute attente, la queue de cheval de Dixie Kong n'est pas qu'un détail esthétique introduit dans Donkey Kong Country 2. C'est en réalité une véritable mécanique de jeu. En la faisant tournoyer comme une hélice, Dixie plane lentement dans les airs et franchit des gouffres impossibles. Ce mouvement a rendu son maniement plus accessible que celui des autres Kong. Donc Rare a transformé un simple trait de design en avantage décisif, faisant de Dixie l'une des héroïnes les plus appréciées de toute la série Donkey Kong. Peu de gens savent que la première apparition du Wiggler remonte à Super Mario World en 1990, mais c'est dans Super Mario 64 qu'il révèle son tempérament. Au départ, cette chenille géante dort paisiblement sous la montagne, mais l'eau libérée par Mario inonde sa maison et le met dans une colère noire, donc son célèbre passage du jaune au rouge n'est pas qu'un effet visuel, il illustre directement sa fureur. C'est un boss dont l'humeur est littéralement écrite sur sa peau. Dans les coulisses, le roi Boo de Luigi's Mansion sur GameCube est bien plus rusé qu'il n'y paraît. Pour piéger Mario, il l'a enfermé dans un tableau, transformant le héros habituel en victime à secourir. Mais le vrai détail savoureux se cache dans le combat final. Le roi Boo y dévoile son lien avec Bowser, qu'il invoque sous la forme d'une immense machine à son effigie. Donc derrière ce fantôme bouffi se cache une véritable intelligence machiavélique qui fait de Luigi le frère timide, le sauveur inattendu de toute l'aventure. À l'origine, la princesse Daisy n'est pas la sportive pétillante qu'on connaît aujourd'hui. Elle apparaît en 1989 dans Super Mario Land sur Game Boy comme la souveraine du royaume de Sarasaland, enlevée par l'extraterrestre Tatanga. Mais après ce premier rôle de demoiselle en détresse, elle disparaît presque totalement pendant des années. Donc c'est seulement avec les jeux de sport et de fête que Nintendo lui forge son caractère énergique. Une renaissance complète qui a transformé une princesse oubliée en figure incontournable de la bande à Mario. Un détail surprenant entoure Birdo, cette créature rose qui crache des œufs dans Super Mario Bros. 2. Dans le manuel original japonais, sa description évoque une identité de genre complexe, un texte longtemps adouci dans les versions occidentales. Mais ce personnage,
conçu pour Doki Doki Panic avant d'être intégré à l'univers Mario, est resté l'un des plus discutés de la série. Donc derrière un simple adversaire à dos rose se cache l'un des plus anciens débats de représentation du jeu vidéo japonais. Ce qui était fascinant ici, c'est le rôle de Kamek, le mage Magikupa, dans Yoshi's Island. Ce n'est pas un simple ennemi, mais l'architecte de toute l'intrigue. C'est lui qui, prévoyant la menace des frères Mario, tente de les enlever bébés. Il rate le petit Mario, qui s'échappe en tombant sur le dos d'un Yoshi, donc déclenche toute la grande aventure des Yoshi. Plus malin encore, c'est lui qui agrandit magiquement chaque boss pour le rendre redoutable. Donc derrière Bowser bébé, le véritable cerveau a toujours été ce sorcier fidèle et patient. Nous voilà au bout du voyage, après avoir traversé tout l'univers de Mario, de ses secrets oubliés jusqu'au dernier sortilège de Kamek. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'ici. Le sommeil vous gagne déjà, tout doucement. Maintenant, laissez ces histoires vous bercer comme une vague tranquille, faite de beaux rêves.